à tous, j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà. Est-ce que vous connaissez? Personne ne connaît, c'est normal. Voici le manuel scolaire Mallet-Isaac. Il faisait 844 pages et était utilisé par les élèves du secondaire de 1923 à 1940. Et voici notre manuel aujourd'hui. Sur cette tablette, nous retrouvons tous nos cours d'histoire. Entre les deux, plus d'un demi-siècle s'est écoulé et il est clair que nous n'abordons ni l'histoire ni son enseignement de la même façon. Jules Isaac était l'artisan du manuel scolaire que je viens de vous montrer et ses travaux sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui par les historiens. Il est décédé il y a exactement 60 ans dans la ville où se trouve notre lycée, Aix-en-Provence. L'année 2023 est l'année Jules Isaac. Il était inspecteur général de l'éducation nationale et fut démis de ses fonctions le 3 octobre 1940 par le régime de Vichy. Je laisse maintenant ma place à Elliot qui va vous parler plus en détail des manuels scolaires. Le professeur Jules Isaac a débuté sa carrière aux éditions Hachette en 1906. Il a été introduit sous la recommandation de l'historien réputé de la Troisième République, Ernest Lavis. Il collabore d'abord dans l'ombre d'Albert Mallet à la rédaction des manuels scolaires. Hélas, la Première Guerre mondiale emporte celui-ci. Jules Isaac demande à lui succéder. Les Mallet seront désormais les Mallet-Isaac. Jules Isaac tient à ce que le nom de Mallet figure dans les titres de la collection afin d'honorer sa mémoire. Il rédige alors seul les manuels alors que tout est à reprendre. En effet, la scolarité connaît une totale refonte et l'histoire s'enseigne désormais de la 6e à la terminale. Les Mallet-Isaac ont alors bien plus d'Isaac que de Mallet. Afin de comprendre l'évolution de l'enseignement, nous avons interrogé une historienne qui a elle-même participé à la rédaction de nos manuels scolaires, Laurence de Cauque. Voici Manon qui va nous rapporter ses propos. Dans les manuels scolaires, ce qui comptait était l'écrit, le récit historique. Aujourd'hui, il y a très peu de récits. Il y a des pages avec des documents et des questions sur les documents. Ce n'est pas du tout la même chose dans un Mallet-Isaac. Un Mallet-Isaac, ça raconte une grande histoire. Si vous êtes passionné d'histoire, vous pouvez prendre un Mallet-Isaac et le lire du début jusqu'à la fin. Pour utiliser un mot savant, ce sont des livres beaucoup moins didactisés, c'est-à-dire avec moins d'exercices. Et deuxième chose, il y a beaucoup plus de détails que dans un manuel scolaire d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus riche. Une richesse en plus agrémentée de références bibliographiques. Cet ouvrage était destiné à une véritable élite. Il faut avoir à l'esprit que très peu d'élèves ont eu ce livre entre les mains. En effet, seulement 310 000 élèves accèdent à l'enseignement secondaire en France en 1945. Même s'il y a moins d'images, de cartes qu'aujourd'hui, Jules Isaac est l'un des premiers à avoir introduit ces iconographies dans les manuels scolaires. Pour l'époque, ces images sont percutantes. Dans son œuvre, Jules Isaac poursuit une passion. Sans cette passion, il n'est ni possible de comprendre l'homme, ni possible de comprendre les objectifs de sa démarche. C'est une vidéo publiée par l'Institut national de l'audiovisuel qui nous a donné la clé. En 1959, lors de l'émission Lecture pour tous, l'historien raconte son amitié pour le célèbre écrivain dreyfusard Charles Péguy. Il raconte, sourire en coin, toutes ces passions dont j'ai été animé, je crois qu'elles ont toujours été dominées par une passion qui doit être propre à un historien. La passion de la vérité. Et c'est cette passion de la vérité qui m'a amené à Péguy et qui m'a lié étroitement à lui. C'est en raison de cette passion pour la vérité qu'il cherche à familiariser les élèves à la méthodologie historique, c'est-à-dire sourcer ces informations. Par différents aspects, il n'hésite pas à innover. C'est ce que nous explique l'historien Carole Lancou. Nous l'écoutons. Il y a une grande originalité en ce qui concerne ces manuels. Il donne systématiquement une liste de dates et de faits principaux et hormis l'histoire politique et militaire qu'il renouvelle, il accorde une place non négligeable aux questions économiques, sociales, à la science et à la Grande Guerre. Et surtout, la nouveauté, ce sont les images. Les images trouvent une grande place et il choisit une riche documentation dans les collections surtout de cartes postales et de gravures de l'époque. Il choisit aussi des images percutantes qui parfois peuvent se passer même de commentaires. Et ce qu'il a de nouveau aussi, il introduit la connaissance de la culture, des civilisations passées, comme celle de l'époque contemporaine, dans des manuels scolaires jusqu'alors qui étaient presque fermés aux formes artistiques. Et il propose une manière pionnière à ses lecteurs, une abondante documentation iconographique relative à l'histoire politique, sociale, militaire et commentée
d'une manière critique. Des jugements contradictoires sur des questions controversées. On pense que c'est lui qui est à l'origine de la méthode des deux points de vue. Quand il a une question controversée, notamment pour ce qui est des origines de la Première Guerre mondiale, lui, il présente effectivement, de façon audacieuse à l'époque, aussi le point de vue allemand pour certaines questions. En donnant les deux points de vue, allemand et français, il participe à la réconciliation entre les deux pays. Il ose aller à l'encontre de ce qui se faisait à l'époque et même parfois prendre certaines libertés. Dans le manuel que nous avons entre les mains, il avertit le lecteur que le premier chapitre, la révolution économique, n'est pas mentionné dans le programme. La rédaction des manuels scolaires est influencée par les enjeux et les idées du moment. Comme nous l'expliquait Laurence de Coke, au XIXe siècle, l'objectif des gouvernements successifs était de créer une identité française. Un enfant du nord de la France ne comprend pas nécessairement un enfant du Sud. L'éducation nationale a alors eu pour projet de développer un sentiment français. Voici ce que dit Laurence de Coke. À la fin du XIXe siècle, il y a un projet politique. Puis, petit à petit, ce projet va se modifier. Quand Mallet et Isaac vont commencer à écrire, la dimension patriotique est moins importante. Par contre, ce qui est important, c'est le récit commun, faire des Français. Jules Isaac s'inscrit dans ce qui est appelé le roman national. Dans le roman national, il y a un début, une fin, De grands personnages, essentiellement masculins, de grands événements. Mais comme c'est écrit pour les élèves de lycée, c'est plus détaillé. plus variés, plus riches que le roman national existant dans les écoles primaires. L'historien nous a expliqué que Jules Isaac avait un souci de dialogue avec les autres historiens de son époque. Dont Marc Bloch qui est entré dans la résistance et qui a été fusillé. Marc Bloch voulait introduire des civilisations dans les manuels scolaires, l'histoire du monde ouvrier, du monde agricole, etc. Jules Isaac préférait privilégier l'histoire nationale. Elle nous dit: Lui, ce qui l'intéressait, c'est l'histoire politique et événementielle. Mais ça ne faisait pas pour autant de lui un idéologue. Son souci était la transmission de l'histoire. C'était une conviction que partageaient les historiens dits républicains. C'était l'idée que l'on se forge une conscience civique par la connaissance d'une histoire politique. Nous devions aujourd'hui accueillir l'historien André Caspi, qui a écrit une biographie de Jules Isaac et ainsi connaître sa réaction vis-à-vis des propos tenus. Malheureusement, il a eu un empêchement et n'a pas pu se déplacer. André Caspi, dans son ouvrage, qualifie lui aussi Jules Isaac de républicain et ajoute qu'il était laïque de centre-gauche. Lors de notre premier entretien, que nous avons heureusement conservé, il nous explique que Jules Isaac, sans être résistant, s'opposait à l'influence nazie. Nous l'écoutons. C'est pas un résistant avec une mitraillette. C'est un résistant dans la mesure où il combat l'influence nazie. De ce point de vue-là, c'est un résistant. Mais d'un autre côté, il est né en 1877, donc calculé 23 plus, disons, 42, ça fait, si je ne me trompe, 65 ans. Donc à 65 ans, on ne devient pas vraiment résistant les armes à la main. Mais c'est un résistant dans la mesure où il n'accepte pas la domination des nazis et qu'il n'accepte pas non plus la collaboration avec eux. L'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain le 10 juillet 1940 et l'instauration du régime de Vichy bouleversent la vie de Jules Isaac. Il est mis à la retraite d'office le 19 décembre 1940 à l'âge de 63 ans et démis de ses fonctions d'inspecteur général de l'instruction publique car il était juif. Il n'est pas admissible que l'histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un Isaac, expliquait ainsi le ministre de l'Instruction publique Abel Bonnard, presque 2 ans plus tard dans l'hebdomadaire Gringoire. Le régime de Vichy mène une politique antisémite. L'écartement de Jules Isaac de l'enseignement est une conséquence du premier statut des Juifs du 3 octobre 1940. Il y est stipulé que l'enseignement est interdit aux Juifs. Durant toute la guerre, Jules Isaac, en tant que Juif et républicain, et ses manuels scolaires sont dénoncés par la presse d'extrême droite. Comme nous pouvons le lire sous la plume de l'écrivain royaliste Charles Maurras, il est écrit dans son quotidien L'Action française une nuée de manuels s'abat sur les élèves abasourdis. La collection Mallet s'abîma dans les mains de Jules Isaac. L'enseignement de l'histoire répond alors aux objectifs idéologiques du régime de Vichy, former non pas des citoyens mais des patriotes. Des objectifs qui ne correspondent pas aux valeurs défendues par Jules Isaac. Un article de la lettre de la Fondation de la Résistance de septembre 2022 explique que la période de la Révolution est proscrite au profit du retour à une France éternelle qui serait paysanne, catholique et nationaliste. Un des héros de cette histoire revisitée est Louis IX, un roi sanctifié
ayant participé aux croisades et ayant souhaité l'expulsion des Juifs. Il y a une volonté de Vichy de faire oublier Jules Isaac. Nous avons demandé à André Caspi si cela signifie que les Malais Isaac ont été interdits. Jules Isaac est rayé des cadres de l'éducation nationale à l'extrême fin de 1940 parce qu'il était juif. Et ça veut dire qu'à partir de 1941, les manuels Jules Isaac sont remplacés par d'autres noms, et notamment par le nom d'André Alba. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, 3 ans, disons entre 1942 à 1944, les manuels de Jules Isaac disparaissent de la circulation. C'est-à-dire que le gouvernement de Vichy n'accepte pas l'idée que l'enseignement de l'histoire puisse être donné par un auteur juif. C'est par antisémitisme que ces manuels sont retirés de la circulation. Mais ça ne veut pas dire que le texte lui-même change. Ça veut dire simplement que l'auteur qui figure sur la couverture n'est plus le même. Il faut aussi avoir à l'esprit que le régime de Vichy ne peut pas aller au bout de sa volonté de transformer le contenu des cours. C'est ce qu'explique la spécialiste des sciences de l'éducation, Juliette Fontaine. Elle écrit dans son étude « Réformer l'école sous Vichy ». Les modifications des contenus et de la formation des instituteurs demandent du temps et ne peuvent avoir de résultats immédiats sur le terrain. Ce temps nécessaire à la transformation des instruments est entravé par la pénurie que connaît la France sous l'occupation. L'écriture des manuels scolaires était alors largement sous le contrôle de l'État. Le ministère de l'Instruction publique avait mis en place des comités ainsi que des commissions afin de superviser la production des manuels et s'assurer qu'ils correspondent au programme officiel d'enseignement. Ces faits nous ont amenés à nous interroger sur nos propres manuels scolaires. Sommes-nous, nous aussi, dépendants d'objectifs idéologiques d'un gouvernement ? Nous avons posé la question à Sébastien Cotte, directeur des collections des manuels scolaires au Nathan Éditions et adjoint au maire de Montpellier. Voici ce qu'il nous a répondu. Écoutons-le. Il y a un programme, ça c'est la base. Le programme, c'est ce qui va nous guider, comme il guide d'ailleurs votre professeur. Et votre professeur, il est libre dans la manière de mettre en œuvre son programme. Et nous, les éditeurs ou les directeurs de collection, nous sommes absolument libres d'écrire ce que nous voulons. Évidemment, moi je suis un scientifique, je suis historien, comme je vous l'ai dit, on vérifie, on corrige, mais le ministère en aucune manière ne regarde le contenu des ouvrages et ne nous donne de consignes sur la manière de les écrire. Il n'y a pas de manuel officiel en France. Voilà, il n'y a pas d'histoire officielle, il n'y a pas de manuel officiel. Ensuite, au moment où le ministère rédige son programme, on a des échanges avec le ministère et notamment avec les inspecteurs qui rédigent les programmes pour qu'ils nous disent quelle est un petit peu la philosophie de ce programme. Est-ce qu'ils veulent qu'on mette l'accent sur la place des femmes? Est-ce qu'il faut qu'on soit attentif au rôle, par exemple, des Outre-mer? Donc on a quand même un certain nombre d'échanges, mais jamais sur le contenu et la manière dont on écrit le livre. Les manuels scolaires sont rédigés en 1 an, à partir du programme communiqué par le ministère. Le directeur de collection réunit une équipe d'auteurs, 5 à 10 personnes. Ce sont des historiens, des professeurs et des inspecteurs. Plusieurs versions sont réalisées. Il revient au professeur de choisir la collection qu'il souhaite utiliser. La guerre a des conséquences tragiques sur la vie de Jules Isaac, qui doit fuir l'occupant. Il trouve d'abord refuge à Aix-en-Provence, qu'il doit quitter lorsque les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Après plusieurs étapes, lui et sa famille s'installent à Riom, dans le Puy-de-Dôme. Le 7 octobre 1943, la Gestapo arrête sa famille. Jules Isaac, qui était chez le coiffeur au moment de la rafle, échappe à la mort. Juliette, sa fille, et Laure, sa femme, périront malheureusement dans le camp d'Auschwitz. Elles sont mortes parce qu'elles s'appelaient Isaac, écrira plus tard l'historien. De retour à son domicile, il prend soin de récupérer un manuscrit qui deviendra la pièce maîtresse de son travail, Jésus et Israël, qui a été publié seulement en 1948. Il démontre que la haine envers les Juifs est enseignée par les chrétiens. Il appelle à une prise de conscience et à une réparation. Carole Yankou, spécialiste des relations judéo-chrétiennes, nous explique la portée du livre. Nous l'écoutons. Il a commencé le livre Jésus et Israël avant l'arrestation des siens. Donc il est faux d'affirmer que c'est à partir de malheurs personnels. C'est à partir d'une réflexion sur les ravages de l'antisémitisme et c'est en tant qu'historien qu'il a conçu le livre Jésus et Israël. C'est son œuvre maîtresse.
il souligne d'emblée l'enracinement de la religion chrétienne dans la religion juive et il souligne la judéité de Jésus. Il a une phrase très intéressante de Jules Isaac: se dire antisémite et chrétien, c'est vouloir joindre l'outrage à la vénération. Avant même la parution de Jésus Israël, il a utilisé les conclusions de son livre. Il avait une conférence à Silsberg, première conférence après la guerre, où juifs, chrétiens et protestants, et même laïcs, se sont rencontrés en Suisse pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'arrive plus à la Shoah, à des atrocités pareilles, et pour extirper l'antisémitisme. À partir des 18 points de Jules Isaac tirés du livre Jésus Israël, la conférence de Silsberg s'est achevée avec les 10 points. Jésus et Israël est un succès. 5800 exemplaires sont vendus en 1948 et 4600 lors de sa deuxième édition en février 1949. Jules Isaac a cofondé l'Amitié judéo-chrétienne de France. Nous allons nous entretenir par visioconférence avec le président actuel de cette fondation, Jean-Dominique Durand. Bonjour Monsieur Durand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jules Isaac détaille les origines chrétiennes de l'antisémitisme, mais lors de notre premier entretien, vous avez porté notre attention sur le fait que le nazisme n'est pas d'aspiration chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait, oui. Il y a un lien très fort entre le judaïsme et le christianisme, mais les nazis ne reconnaissaient évidemment ni l'un ni l'autre. Et on ne peut pas dire qu'ils étaient chrétiens. Simplement, malgré tout, et c'est bien ce que dit Jules Isaac, ils ont été élevés jeunes, enfants, et à votre âge, dans les deux religions chrétiennes, les deux confessions chrétiennes que l'on trouve en Allemagne. Jules Isaac insiste sur le fait qu'ils ont été imprégnés probablement de cet antisémitisme qui était colporté par les milieux chrétiens. Mais en fait, les responsables nazis, et comme tous les exécutants nazis, étaient devenus de véritables païens. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les conséquences concrètes de l'œuvre de Jules Isaac concernant la réconciliation entre juifs et chrétiens? C'est une œuvre absolument considérable parce que, victime du nazisme, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a voulu essayer de comprendre quelles étaient les origines de l'antisémitisme. Et à partir de là, il a fait un travail d'historien et il a repris tous les textes, et notamment les récits des évangiles, le récit de la passion de Jésus, les récits des apôtres, etc. Et il les a confrontés et il a constaté que ces textes montrent qu'il n'y a aucune raison d'en faire des instruments contre les Juifs. Par exemple, au moment de la Passion, lorsque Jésus meurt, il n'accuse absolument pas les Juifs comme étant ses tortionnaires. En fait, ceux qui ont mis à mort Jésus, très concrètement, ce sont les Romains, ce ne sont pas les Juifs. Et à partir de là, il a démontré que les accusations contre les Juifs comme ayant tué Dieu, le peuple déicide, celui qui tue Dieu, eh bien, ça n'existe pas, ça ne résiste pas à l'analyse des documents. Et en cela, en historien, car Jules Isaac n'était pas un théologien, il était exclusivement un historien laïque, comme cela a été rappelé, eh bien, il a réussi à démonter, à montrer que toutes les causes de l'antisémitisme, les causes chrétiennes en tout cas de l'antisémitisme, ne reposaient sur absolument rien. Et donc, ça a été une prise de conscience dans les milieux chrétiens, une véritable prise de conscience qu'il fallait changer l'enseignement du christianisme sur le judaïsme, il fallait changer le regard, il fallait changer de comportement. Et il fallait réviser, par exemple, le catéchisme. Et on peut dire que vraiment, Jules Isaac est à l'origine de ce bouleversement qui a permis la réconciliation entre les Juifs et les chrétiens. Merci beaucoup, Jean-Dominique Durand.
Merci à vous. Merci de votre accueil. L'œuvre de Jules Isaac n'est plus enseignée, mais a laissé une trace durable dans l'historiographie. Ces efforts au rapprochement entre juifs et chrétiens sont poursuivis. Si l'avenue où se trouve notre lycée se nomme l'avenue Jules Isaac, Cela est dû aux efforts d'hommes et de femmes, qui souhaitent conserver sa mémoire. en l'occurrence l'association des amis de Jules Isaac. En 1965, la montée Sainte-Eutrope devient l'avenue Jules Isaac. Un an avant sa mort, en 1963, est publié le dernier ouvrage de Jules Isaac, L'enseignement du mépris. des termes qui résonnent encore aujourd'hui. Comme le souligne avec force l'historien Carole Yankou, Jules Isaac a combattu contre l'enseignement du mépris en proposant un enseignement de l'estime.